On a toujours besoin de plus petit que soi. Des chercheurs de 3 établissements scientifiques prestigieux en font la preuve, avec les diatomées. Alors les diatomées, c'est quoi? Ce sont des petites algues, toutes petites, qui vivent dans différents environnements. On les retrouve énormément dans la mer et aussi dans les rivières. Et donc ce sont des petits organismes qui ont des rôles très importants, notamment un rôle de photosynthèse, de production d'oxygène. C'est un quart de la production d'oxygène mondiale, c'est-à-dire une molécule d'oxygène sur 4 que l'on respire, c'est dû à des diatomées. C'est des organismes qui sont assez anciens, c'est des estimations de 350 millions d'années et ils présentent une grande diversité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on estime de l'ordre de 100 000 espèces moléculaires différentes et elles ont des formes différentes. Diatomée, c'est donc une seule cellule. Il faut qu'elle se protège et elle va se protéger en faisant une carapace, une coquille au sein de laquelle elle va se trouver. Le problème des diatomées, c'est que cette coquille doit être dure et elle doit être transparente pour que la lumière puisse passer, puisque ce sont des organismes qui font de la photosynthèse. Matériau dur, transparent, c'est le verre. Alors là, la question se pose. Le verre, on connaît bien, ça fait 2 ou 3 000 ans qu'on sait faire du verre, mais le verre, on le fait au-dessus de 1000 degrés dans un four. La première question que se pose le chimiste, c'est comment font-elles pour fabriquer du verre dans l'eau à température ambiante? C'est relativement simple. En fait, c'est une réaction de polymérisation en utilisant la silice qui est dissoute dans l'eau sous forme de molécules, qu'on appelle de l'acide silicique, et elles vont raccrocher les molécules les unes aux autres jusqu'à obtenir un réseau solide de silice, qui va être donc un verre transparent. Alors ça, c'est extrêmement intéressant, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir peut-être, nous, chimistes aussi, faire la même chose. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous allez faire un verre, mais qui va avoir la consistance d'une peinture. Du verre en pâte, il peut être coloré, appliqué sur toutes sortes de surfaces, modelé, étiré en fibres ou même mélangé à des molécules minérales ou organiques pour faire des matériaux hybrides. Ce qui est remarquable, c'est que ces organismes vivants, en fait, vont devoir faire tout un tas de fonctions en même temps. Protection, transparence, la diatomée doit aussi échanger avec l'extérieur. Ne pouvant s'ouvrir comme une huître, elle est pleine de trous. La diatomée est pleine de trous. C'est un matériau qui est très poreux. Donc quand les diatomées meurent, tombent au fond de l'océan, font des sédiments, c'est les terres de diatomées, les diatomites, ça porte différents noms. On en utilise des centaines de milliers de tonnes. C'est donc vraiment un matériau industriel pas cher, puisqu'il suffit de creuser pour l'obtenir. Et c'est utilisé en particulier comme filtre, puisque c'est plein de trous. Filtre pour filtrer l'eau des piscines, pour filtrer des liquides alimentaires tels que le vin de Bordeaux. Et c'est tellement intéressant que, si vous vous souvenez d'Alfred Nobel, comment a-t-il fait la dynamite? Simplement en imprégnant les terres de diatomée, très poreuses, par de la nitroglycérine. La dynamite, là, il devient facile à utiliser. Mais ce n'est pas tout. Elles ont ces fameux trous là, dans le frustule, et chez certaines, ces trous sont disposés de façon très périodique, avec une très grande régularité, et ça, c'est exactement ce qu'il faut pour interagir avec la lumière. Par exemple, elles filtrent les ultraviolets. Les ultraviolets ne passent pas à travers les diatomées parce que c'est les fréquences qui sont interdites dans ce qu'on appelle un cristal photonique, là, cette structure périodique. Donc les UV ne passent pas. Là, on comprend bien l'intérêt pour l'algue. Bon, les UV, c'est destructeur, donc en fait, il faut s'en protéger. En cosmétique, il faut se protéger des UV, hein. Donc pourquoi pas utiliser cette nanostructure directement. C'est un des effets photoniques. Alors il y en a d'autres, hein. Il va y avoir un effet de focalisation de la lumière. En gros, ça se comporte comme une micro-lentille. Alors on a pensé à, par exemple, les étaler sur un capteur photovoltaïque pour concentrer la lumière au bon endroit. On augmente les rendements. Voilà une application. Cette variété de fonctions, la nature sait la créer avec un nombre très limité d'éléments. Le vivant utilise très peu d'éléments. Une douzaine d'éléments du tableau périodique permettent de faire tout le vivant. Et je dirais même que 6 éléments, carbone, hydrogène, oxygène, soufre, azote, phosphore, c'est 96% du vivant. Alors que nous, quand on fait un matériau, on utilise des dizaines d'éléments. Si vous prenez un téléphone portable, vous devez avoir 60 éléments différents du tableau périodique qui entrent dans la composition. Donc là, il y a vraiment une ressource extraordinaire à observer. Le deuxième point qui est intéressant, c'est qu'avec ce matériau très simple, sur le plan de la composition chimique, il va falloir obtenir plusieurs propriétés différentes.
Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que le matériau du vivant, il est multifonctionnel, mais c'est un seul matériau, c'est juste en jouant sur ce que j'appellerais la nanostructure. Il y a la morphologie du matériau qu'on arrive à accumuler des propriétés. Si vous voulez, une aile de papillon, ça a peut-être 10 fonctions différentes, dont voler. Mais c'est complètement accessoire. Ça sert à faire la couleur, ça sert à capter l'énergie solaire pour se chauffer. Les structures là-dessus, elles vont être auto-nettoyantes, donc ça nettoie les ailes. Hein. Ce qui est fabuleux dans la nature et qui est vraiment à la base de la bioinspiration, c'est que pour faire tout ça, ils utilisent 4 éléments chimiques en tout et pour tout. Vous avez des poissons qui font de l'électricité, ils vous font du 10 000 volts, 5 ampères. Moi, pour faire ça, j'ai une alimentation grosse comme ça, avec tous les métaux possibles et inimaginables. Le poisson, il fait ça avec les 4 éléments qu'on vient de dire là. Hein, ben voilà, quand il n'y aura plus de cuivre et plus de... il faudra bien qu'on fasse autrement. Donc les chimistes vont plus vite que les physiciens. Chimie, physique, biologie. Cette science bio-inspirée fait appel à de multiples compétences. C'est ce qui réunit nos 3 chercheurs. C'est rare, d'un groupe comme ça, avec 3 disciplines. Donc on se chamaille entre nous, mais parce que c'est compliqué. Le vivant, c'est de la biologie, mais l'observer, c'est de la physique. Le faire, c'est de la chimie. Donc c'est des disciplines différentes qui ne sont pas très habituées à travailler ensemble. C'est toute une mise en place là qui est passionnante. Hein. Et puis, je crois que l'avenir c'est ça, hein, la bioinspiration. Il faut faire multifonctionnel, et si vous étudiez ça, multifonctionnel, ça veut dire multidisciplinaire. Donc il n'y a pas de choix. L'université sera à l'image d'un organisme vivant, c'est-à-dire qui est pluridisciplinaire, plurifonctionnel, etc. Mais ça viendra peut-être. YouTube